Madame, Monsieur, bonsoir. L'AFSA, l'Agence française de sécurité alimentaire, recommande l'enfermement systématique de toutes les volailles sur l'ensemble du territoire. L'agence parle d'un risque aggravé de contamination par le virus de la grippe aviaire. Le gouvernement devrait prendre cette décision dès demain. Le dossier du Clémenceau, désormais sur le bureau de Jacques Chirac, dénoncé par l'opposition comme un fiasco, le feuilleton de l'ancien porte-avions embarrasse le gouvernement. Dominique de Villepin affirme que la France se conformera aux décisions de la justice indienne et française. Lancement aujourd'hui du plan pour développer les services à la personne, procédure simplifiée grâce à un chèque emploi-service universel. Objectif, faciliter la vie des Français et créer au moins 500 000 emplois. Mobilisation populaire aujourd'hui dans les rues de Beyrouth pour rendre hommage à Rafik Hariri, assassiné il y a tout juste un an. Près d'1 million de personnes ont crié leur attachement au Liban et leur opposition à la Syrie. L'an passé, les automobilistes français ont perdu plus de 7 millions de points sur leur permis de conduire. C'est la conséquence de la politique répressive menée par le gouvernement. Les vendeurs de scooters et de voitures sans permis se frottent les mains. Et puis on a appris ce soir la mort de Tariq Poul. Le comédien s'est éteint à l'âge de 80 ans. Il nous laissera l'image d'un pitre exceptionnel et attachant qui a joué dans plus de 150 films. Ce soir, la France semble bien s'orienter vers un confinement total des volailles sur l'ensemble du territoire. L'AFSA, l'Agence française de sécurité des aliments, recommande fermement cette mesure. Elle estime qu'il y a un risque aggravé de contamination avec l'arrivée de la grippe aviaire dans notre pays. Édouard Bergeon, Bernard Bonnard. Vigilance maximum sur l'ensemble du territoire et surtout dans les zones humides. Sur les bords de Loire, ce garde-chasse guette la moindre anomalie chez ces animaux. S'il y a plus de 5 cadavres trouvés, nous récupérons ces oiseaux que nous confions donc au laboratoire départemental à la direction des services vétérinaires, donc pour examen et pour déceler le cas échéant, éventuellement la grippe aviaire. Selon les experts scientifiques, le risque de contamination par le virus H5N1 s'aggrave. Aujourd'hui, l'Agence de sécurité sanitaire des aliments émet des recommandations. Confinement des volailles d'élevage et vaccination pour les animaux ne pouvant pas être enfermés comme les oies et les canards. Ceci dit, des contaminations peuvent se produire, des foyers peuvent effectivement, même en dépit de l'application de toutes ces mesures, peuvent effectivement se produire. Ces mesures s'appliquent dans les zones humides considérées comme à risque et dans les départements d'élevage intensif, la Loire-Atlantique, la Vendée et les Landes. Ça passe par la création de bâtiments, c'est quelque chose d'assez conséquent, d'extrêmement lourd à mettre en œuvre, ça c'est certain. La grippe aviaire se répand en Europe. Après l'Italie et ici la Grèce, l'Autriche est le 3e pays confronté à la maladie. 2 signes porteurs du virus H5N1 viennent d'être découverts dans le sud du pays. Et d'ores et déjà, les mesures de vigilance et de surveillance ont été renforcées dans les zones de transit des oiseaux migrateurs. Le parc naturel régional de Camargue se prépare à cette période sensible de migration qui va se prolonger jusqu'à la fin mars. Yannick Caroussi, Benoît Jourdan. Ils commencent à revenir des côtes africaines de la Méditerranée. Oies, canards et grives sous haute surveillance, grippe aviaire oblige. Ici, dans les marais du Viguera, des prélèvements sont effectués chaque jour sur des animaux sauvages et tout cadavre d'oiseau serait immédiatement signalé et analysé. Mais pour l'instant, aucune trace du virus H5N1. S'il arrivait en Camargue, on le saurait rapidement, oui. Parce que on est sur un territoire où un grand nombre d'institutions et de gestionnaires d'espace sont au quotidien en contact avec le milieu naturel et sont des observateurs de ce milieu naturel. Et par ce réseau d'observateurs, on aurait vite de l'information. Les migrateurs venant d'Afrique subsaharienne arriveront dans 1 à 2 mois. La vigilance est donc maximale. Mais pas vraiment d'inquiétude concernant une éventuelle transmission à l'homme. Si ça touche des oiseaux sauvages, le contact entre les oiseaux sauvages et les humains est faible, voire nul. La chasse est fermée très officiellement aujourd'hui, donc ce risque est faible. Au parc ornithologique de Pont-de-Gau, on pourrait presque toucher les oiseaux. Pourtant, la fréquentation ne fléchit pas. Mais jusqu'à quand ? On a tous une petite crainte, effectivement, parce que ça voudrait dire une remise en cause de beaucoup d'activités en Camargue, et notamment de l'ornithologie. Ce soir, les autorités françaises recommandent la claustration ou la vaccination des volailles dans les zones humides à risque. Les 80 000 hectares du parc régional de Camargue constituent la zone d'hivernage la plus importante de France pour les canards.
Hier soir, nous vous parlions de l'inquiétude après la découverte d'un cygne mort sur la plage de Honfleur. En fait, il n'y a aucune trace du virus de la grippe aviaire. L'animal est décédé de façon naturelle. Le feuilleton de l'ancien porte-avions Clemenceau a pris aujourd'hui une tournure très politique. Jacques Chirac s'est saisi du dossier, l'opposition parle de fiasco et Dominique de Villepin estime lui-même que c'est une affaire regrettable. Le Premier ministre qui affirme que la France se conformera aux décisions de la justice indienne et française. Alexandre Cara, Samuel Humez. Le Clemenceau n'est plus seulement un navire épave, il est devenu une affaire d'État. Face aux obstacles juridiques, aux critiques politiques, l'Élysée annonce ce soir que le président de la République s'est saisi directement du dossier du porte-avions Clemenceau. Déjà hier, le chef de l'UMP avait donné le ton en envisageant pour la première fois le rapatriement du navire. Vraiment, la question va finir par se poser. Oui. Moi, je suis comme tout le monde, j'ai du mal à comprendre tout ça. Depuis plusieurs jours déjà, les socialistes réclament le retour du CLEM et dénoncent l'hypocrisie du gouvernement. On ne peut pas être simplement protecteur des normes sociales et des normes environnementales en France et pas à l'étranger. Donc ça devient grotesque, il faut le rapatrier. Les Verts vont plus loin. Ils demandent la création d'une commission d'enquête parlementaire et surtout accusent la ministre de la Défense de mensonges. Je me souviens de Michel Alliot-Marie avec son port un peu altier et son discours très fort, mais qui soit mentait parce qu'elle ne le savait pas, soit mentait délibérément sur le tonnage d'amiante à l'intérieur du Clemenceau. C'est de Moscou que vient la première réaction officielle. Dominique de Villepin, en visite en Russie, annonce que le gouvernement se pliera aux décisions des justices indiennes et françaises. La France se conformera bien sûr aux obligations et aux décisions de la justice indienne et française et je souhaite que cela puisse venir maintenant très rapidement. En début d'après-midi, c'est au tour de Michel Alliot-Marie de confirmer que la question du retour du Clemenceau est d'actualité. Pour l'Élysée comme pour le gouvernement, il faut en finir au plus vite avec ce dossier avant le début dimanche prochain de la visite en Inde de Jacques Chirac. En marge de ce débat politique, comment est-on arrivé à cet imbroglio? Au départ, il faut rappeler que la France voulait trouver une solution économique et propre au démantèlement de l'ancien porte-avions. Mais les obstacles se sont multipliés. Thierry Curté, Guillaume Fautra. Avec le lancement du porte-avions qui portera sur les mers le nom de Clemenceau, une fierté nationale en 1957. Un encombrant boulet aujourd'hui dont la France a bien du mal à se débarrasser. Dans tous les pays, les vieux navires de guerre rouillent dans des zones d'attente. Avec l'ex-Clemenceau, l'État a voulu innover et démanteler le vieux Tigre d'acier. Le ministère de la Défense a donc confié ce dossier à une société spécialisée, SDI. Elle a payé 100 000 € pour valoriser la carcasse. Elle s'occupe de tout. C'est elle qui attribue à l'entreprise Technopure le soin de désamianter partiellement le navire avant son départ. C'est elle qui loue le remorqueur jusqu'en Inde. C'est elle encore qui se rembourse en vendant les métaux extraits par le chantier indien. Ce qui coûte cher dans cette opération, c'est d'enlever une partie de l'amiante en France. Difficile de dire combien il en reste à bord après 40 années d'entretien. Pour la marine et SDI, il y en avait 160 tonnes, moins les 115 enlevés, reste 45. Pas du tout, dit Technopure, de 500 à 1000 tonnes encore, car un différend commercial a surgi entre les deux sociétés. C'est lui qui alimente encore la polémique aujourd'hui. Le ministère de la Défense a depuis tenté de désamorcer la crise en rencontrant certaines associations qui se sont portées partie civile. Effet contre-productif. Quand on a posé des questions sur où était l'amiante, le repérage qui avait été fait, les tonnages, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de réponse cohérente qui pouvait nous être donnée. Un flou qui donne une impression de gâchis sur une bonne intention au départ. Les États-Unis, eux, viennent de se séparer de leur vieux porte-avions, l'America. Ils l'ont tout simplement coulé par moins de 1000 mètres. Jean-Louis Borloo en avait fait l'un de ses dossiers prioritaires. Le ministre de l'Emploi a lancé aujourd'hui son plan pour développer les services à la personne, garde d'enfants, jardinage ou encore aide aux personnes âgées. Une vingtaine de métiers sont ainsi concernés par ce plan dont le socle s'appelle Chèque Emploi Service Universel, le CESU. Explication et mode d'emploi, Julien Beaumont, Alain Dubas. Un coup de propre à la maison, voilà typiquement le genre de travaux concernés par le chèque emploi-service universel. Un CESU qui offre quelques avantages. Fini les paperasses. Pour le particulier, il suffit de remplir le chèque en indiquant les heures travaillées et la rémunération. C'est le volet social. Intérêt, pas de fiche de paye à remplir. Côté employé, le CESU peut être déposé à la banque. Il ouvre droit à une couverture sociale, des indemnités chômage et des congés payés. Alors,
Ceci, ça se présente comme un chéquier normal. Qui dit chèque dit banque. Le CESU se commande dans votre agence habituelle, comme c'était le cas avec le chèque emploi-service. La nouveauté, c'est qu'il existe maintenant un CESU préfinancé. Vous le trouverez auprès de votre entreprise, votre conseil général, votre mutuelle ou votre caisse de retraite. Ces établissements peuvent financer une partie du chèque. Avec ce chèque préfinancé, vous décidez de payer 3 heures de ménage, coût 30 €. Si votre entreprise prend en charge la moitié, vous ne payez donc en réalité que 15 €. Une somme divisée par 2 grâce à la réduction d'impôt offerte par l'État. Les 3 heures vous reviennent au final à 7,50 €. L'entreprise aussi est gagnante. Avec 25% de réduction d'impôt, elle ne paye en réalité que 11,25 €. En tout, 20 métiers sont concernés par le CESU. Côté vie quotidienne, c'est le cas des travaux de bricolage, de jardinage, de gardiennage, de ménage. Pour la famille, vous pouvez payer garde d'enfants, soutien scolaire et assistance informatique. Enfin, seniors et personnes dépendantes sont concernés. Ils pourront financer garde malade, soins esthétiques ou encore promenade d'animaux domestiques. À terme, 1 à 2 millions d'emplois seraient créés d'ici 2010. 2 heures de service à la personne par semaine et par famille française, c'est 1 million d'emplois à temps plein. 2 heures. Donc on devrait faire mieux. Il semblerait qu'une évaluation plus proche de 320 000 d'ici 2015 et pas d'ici 3 ans est beaucoup plus raisonnable. D'ailleurs, c'est les résultats affichés par le commissariat général au plan. Objectif affiché, lutter contre le travail au noir. Seule condition, le futur employé doit accepter d'être payé avec un chèque emploi-service universel. L'objectif, on l'a entendu, c'est de créer des emplois, de limiter le travail au noir et bien sûr de faciliter la vie quotidienne des Français. Il s'agit de leur proposer des services à domicile moins chers et plus simples d'accès. Illustration concrète avec François Baudonnet et Jean-Marc Nouknouk. D'accord. Pour ces 2 heures de cours d'allemand à domicile, Camille pourra dorénavant utiliser le chèque emploi-service universel, une nouveauté qui réjouit surtout celle qui tient les cordons de la bourse, sa maman. C'est économique parce que finalement les cours vont revenir beaucoup moins chers. Donc pour moi c'est vraiment génial. Elle va donc abandonner le chèque bancaire et elle a fait ses calculs. Sur 100 € de cours, elle n'en paiera plus que 25. J'ai le plaisir de te remettre les premiers. Merci. Car les entreprises comme cette PME pourront choisir de prendre à leur charge une partie de ce nouveau chèque. Pour l'employeur, un complément de salaire à moindre coût. Ce complément de salaire, lui, n'a pas de charge sociale. Donc ça présente un avantage. Et depuis le 1er janvier, en plus, on aura une réduction d'impôt sur les sociétés que nous n'avions pas auparavant. Donc je paye ma femme de ménage avec ces tickets qui me coûtent en fait 50% de leur valeur nominale puisque 50% sont pris en charge par mon employeur. Autre avantage, le chèque emploi-service universel devrait inciter ceux qui utilisaient déjà l'aide à domicile à y faire appel plus souvent. Parfois je dis, on va quand même, je ne vais pas les appeler pour ceci, cela. Là, avec ces facilités qui arrivent, j'hésiterai moins. Ça va nous amener un apport de clientèle beaucoup plus important, donc automatiquement une masse de travail beaucoup plus importante et on espère pouvoir embaucher quelqu'un. Enfin, des créations d'emplois sont également à attendre chez de nouveaux intermédiaires. Une association d'aide ménagère, c'est ça? Une dizaine de plateformes téléphoniques comme celle-ci viennent d'être créées. Leur but, permettre à tous les particuliers de trouver un prestataire de service. Et n'oubliez pas que vous avez jusqu'à demain minuit pour payer votre premier tiers provisionnel d'impôt si vous n'êtes pas mensualisé. Même dans sa version édulcorée, la directive Bolkestein sur les services continue à susciter des craintes. 30 à 50 000 manifestants se sont retrouvés à Strasbourg au moment même où le Parlement européen débattait de la nouvelle mouture. Dans la rue et dans l'hémicycle, certains craignent toujours des dérives libérales. Jean-Paul Chapelle, Christine Boss. Des Français, des Allemands, des Polonais, venus de toute l'Europe, le cortège syndical est resté très discipliné. Objectif, faire pression sur les députés pendant leur séance plénière, des dizaines de milliers de manifestants parmi lesquels une délégation de socialistes français pour faire entendre la voix des salariés. S'il n'y a pas de directive service, c'est l'ultralibéralisme qui va gagner parce qu'à chaque fois le marché s'arrange tout seul pour déréguler. Donc nous avons besoin d'une régulation européenne et cette régulation elle passe par un texte qui exclut le principe du pays d'origine. Au même moment à l'intérieur, à l'annonce de cette manif, applaudissements des députés.
eux qui ont réécrit la directive. Ils ont supprimé le principe du pays d'origine, jugé trop libéral. Il est désormais remplacé par le libre accès et le libre exercice des prestataires de services. Dans les couloirs du Parlement, entre droite et gauche, le débat continue. On applique à ces travailleurs venus d'ailleurs la loi française. Non. Et c'est ça le fond. France... Et la loi française, elle prévoit effectivement une durée maximale et une durée légale. Donc vous ouvrez la porte au dumping social, à la mise en concurrence, parce que les uns pourront travailler 48 heures. Non. Les travailleurs français aussi peuvent dans certaines conditions travailler jusqu'à 48 heures. Dans l'ancienne directive demeurait une incertitude sur le statut des salariés. Elle est désormais levée. Ces salariés sont protégés par le droit du travail du pays dans lequel ils exercent. L'issue du vote après-demain est encore très incertaine car maintenant que le texte a été édulcoré, eh bien ce sont les députés les plus libéraux qui menacent de faire capoter le projet. De nouvelles manifestations contre le CPE, le contrat première embauche, se sont déroulées aujourd'hui en France. Mobilisation surtout concentrée à Toulouse, Rennes et Lyon, les villes où les jeunes ne sont pas encore en vacances de février. Rennes, vous le voyez sur ces images, reste la ville la plus active depuis le début du mouvement. Entre 6 et 15 000 personnes, lycéens, étudiants et salariés, sont descendus dans la rue et ont bloqué les universités. Les manifestants veulent maintenir la pression avant le mouvement national du 7 mars prochain. Et puis, manifestation de colère de 600 salariés du groupe SEB à Écully. Ils étaient venus de toute la France pour protester contre le projet de restructuration présenté aujourd'hui par le PDG du groupe. Un projet, vous le savez, qui entraîne la suppression de 900 emplois en France. SEB a choisi de délocaliser une partie de sa production pour rester compétitif face à la concurrence chinoise. Un gang de kidnappeurs recherché en région parisienne. Une centaine d'enquêteurs est à pied d'œuvre après l'enlèvement et la mort d'un commerçant. Il aurait été attiré par une jeune complice. 4 tentatives d'enlèvement similaires ont été enregistrées depuis le mois de décembre. Sophie Rodier, Franck Brisset. La victime agonisait au pied de ce talus près de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois. Le corps du jeune homme mort pendant son transport à l'hôpital était couvert de bleu, blessé à l'arme blanche et brûlé avec un produit inflammable. Il y a 3 semaines, le jeune homme, vendeur dans une boutique de téléphonie à Paris, est approché par une femme d'une vingtaine d'années. Brune, séduisante, selon un témoin, elle lui propose de le revoir. Il accepte. En fait, c'est un piège. Ils ont donc échangé les numéros de téléphone, ils se sont donné rendez-vous. Et lors d'un rendez-vous qu'il a eu, naturellement, après nous n'avons plus de nouvelles de sa part. Nous avons eu des nouvelles par les malfaiteurs. Ceux-ci réclament une rançon. D'abord 450 000 €, puis 100 000. Les ravisseurs n'honorent aucun des rendez-vous fixés. Ils n'en étaient pas à leur coup d'essai. 4 tentatives, disent les policiers. À chaque fois le même scénario, mais pas forcément la même séductrice. Plusieurs victimes ont décrit une jeune femme dont voici 2 portraits robots. Cette belle blonde a même obtenu un rendez-vous. L'homme n'a pas été enlevé, mais tabassé dans un parking. Les ravisseurs ont été dérangés par un témoin. La façon dont les négociations se sont passées, l'utilisation massive de vecteurs, de cybercafés, de cabines téléphoniques, d'Internet, nous laisse penser que nous sommes en face d'un groupe organisé. Voici une photo publiée par la police. Elle a été prise dans un cybercafé. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit de l'un des membres du gang. Un gang, certes organisé, mais au comportement souvent irrationnel, dont les motivations restent un mystère. La sécurité routière et les conséquences de la politique répressive appliquée depuis 2 ans par le gouvernement. Les automobilistes français ont perdu l'an passé plus de 7 millions de points sur leur permis de conduire. Certains sont obligés de passer par des stages de récupération entre 230 et 260 € la session. Et parfois, tous les recours sont épuisés. Il faut alors se tourner vers la voiture sans permis ou le 2 roues. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Vincent Fourcade, Yacine Benjanet. Ils s'appellent Yannick, Philippe ou encore Sandrine et tous sont fâchés avec le code de la route. Vitesse, ceinture, téléphone, de vrais collectionneurs d'infractions. Une petite ceinture, j'étais même pas sorti du parking, qui m'ont enlevé 3 points pour la ceinture. Et 2 fois au même endroit avec le flash à 111 au lieu de 110. Il me reste 2 points sur mon permis qui sont un peu en sursis, principalement pour excès de vitesse.
Nombre d'infractions, uniquement excès de vitesse. Et sur les 10 mois derniers, j'ai perdu pratiquement l'ensemble de mes points. Pendant 2 jours, ils sont en stage de sensibilisation au danger de la route. En contrepartie, ils récupéreront 4 points sur leur permis de conduire. Coût du stage, 240 €, cela fait donc 60 € le point. On est obligé de travailler, donc pour travailler il faut la voiture, et pour avoir la voiture il faut avoir des points, donc il faut récupérer des points. Ça fait cher le point et je pense que du coup ça limite le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se racheter des points. 3 600 000 infractions constatées en 2005. Résultat, 7,5 millions de points en moins et 54 000 permis invalidés. Une bonne nouvelle pour ce marchand de motos, car un automobiliste privé de voiture a tout du futur acheteur de scooters sans permis. Ici, en 5 ans, les ventes ont même été multipliées par 5. Dans l'ensemble, les gens me disent bon, j'ai plus de permis pour une raison ou pour une autre, et puis je viens acheter un 50 parce que j'ai 6 mois de retard. Grégory lui aussi a perdu son permis, il roule donc en scooter. Mais il a trouvé la parade pour prendre à nouveau le volant. Louer une voiture sans permis, son véhicule lui manquait trop. On se retrouve très brutalement à plus pouvoir s'en servir. Bah ouais, c'est un peu dur, quoi. Ça manque, quoi. C'est au quotidien surtout, ça fait de la peine quand on la voit tous les matins garée en bas de chez soi. Et depuis 3 ans, ce garage s'est fait une spécialité, la location de voitures sans permis. 45 km/h maximum, qu'importe, les sans permis en raffolent. Et cela représente maintenant une partie importante, c'est sûr, de la clientèle des voitures sans permis. Ça représente entre 20 et 25% du potentiel location ou achat du plateau. Et le marché de la voiture sans permis a sans doute de beaux jours devant lui. 500 nouveaux radars vont être implantés cette année au bord des routes. Pour sa dernière journée à Moscou, Dominique de Villepin a été reçu aujourd'hui par Vladimir Poutine. L'occasion pour le Premier ministre français de se positionner sur le terrain international. Les 2 hommes ont notamment parlé d'une même voix sur la question iranienne. Mais pour les observateurs russes, le Premier ministre était aussi un présidentiable potentiel. Arnaud Boutet, Francis Forger. Sur la place rouge, la température chasse les badauds. Mais au Kremlin, l'accueil se veut chaleureux. Avec le président Poutine, Dominique de Villepin est venu aborder les problèmes internationaux, le Proche-Orient, mais surtout l'Iran, qui a décidé de relancer sa production d'uranium. La France et la Russie fixent un objectif. Cet objectif, c'est faire en sorte que l'Iran renonce à tout programme nucléaire militaire. Devant les électeurs français de Moscou, Dominique de Villepin a défendu son bilan économique et testé sa popularité. Bain de foule, photos, autographes et premières impressions. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, s'il y a une personne qui a de l'aura, la présidente, c'est bien vous. En tout cas, c'est vrai. Je m'attendais à un homme beaucoup plus grand. Je le trouve très calme. C'est un peu gênant, mais je le trouve avec une personnalité moins forte que je ne l'imaginais. Pour les Russes, le cadeau de bienvenue ressemble à un sacre, un buste à son effigie. Et lorsqu'on l'interroge sur la radio locale, la question du journaliste est sans équivoque. Est-ce que je peux dire ça en conclusion? Peut-être vous allez revenir comme président. Non, vous ne pouvez surtout pas dire ça, vous allez me fâcher, me faire beaucoup d'ennemis. Non, je vous en supplie Alexis, que les coups de Moscou restent fidèles à sa grande tradition. Officiellement, la France vient ici pour récolter des accords commerciaux. Mais ce n'est pas tout, car Dominique de Villepin peaufine, sans l'admettre, son image de présidentiable. Près d'1 million de Libanais se sont rassemblés aujourd'hui dans le centre de Beyrouth pour rendre hommage à Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre assassiné il y a tout juste 1 an. Une mobilisation populaire qui a confirmé que le sentiment anti-syrien reste toujours très fort au Liban. Sur place, Samassoula, Yann Moine. Les larmes d'un fils, d'une sœur, sur la tombe d'un homme pleuré par tout un pays. Saad Hariri, le fils qui a repris le flambeau politique, est rentré au Liban après 6 mois d'absence. Des menaces pèsent sur sa vie, mais pas question d'être absent pour commémorer la mort de son père. Ce jour où son cortège a sauté sur 500 kilos d'explosifs au cœur de Beyrouth. Ce matin, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées sur la place des Martyrs, saluer la mémoire de celui qu'ils considèrent comme le symbole d'une unité possible au Liban et réclamer la vérité sur son assassinat. On ne pourra avoir la paix que lorsqu'on saura qui a tué Rafik Hariri. Sinon, les meurtres peuvent continuer, les assassinats peuvent continuer indéfiniment. Dans une cohue indescriptible, Saad Hariri arrive sur la place.
Et c'est derrière des vitres blindées qu'il demandera la démission du président libanais, symbole selon lui de la tutelle de Damas. Peu après, dans son palais, le chef de la majorité parlementaire libanaise nous explique pourquoi il exige cette démission. Il est le président qui est en train d'arrêter la renaissance du Liban. Il est en train de faire tous les intérêts de la Syrie. Et cet objectif, Saad Hariri va désormais le poursuivre depuis Beyrouth. Il nous a annoncé qu'il mettait fin à son exil sécuritaire. En saluant massivement la mémoire de Rafik Hariri, les Libanais ont voulu rappeler aujourd'hui que mobilisés et unis, ils ont pu obtenir une victoire de taille, le départ de l'armée syrienne, même si cette victoire a un goût d'inachevé. Et la veuve de Rafik Hariri se trouvait, elle, à Paris. Une messe de commémoration était célébrée en l'église Notre-Dame du Liban, dans le 5e arrondissement. Jacques Chirac et son épouse avaient tenu à l'accompagner lors de cet office. 3 Français nommés aujourd'hui juste parmi les nations. Ce titre décerné par Israël distingue les hommes et les femmes qui ont aidé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont plus de 2000 en France, parmi eux Yvan Beltrami. Il a aujourd'hui 86 ans, il vit à Marseille. Il y a 60 ans, il avait hébergé clandestinement 5 personnes. Nicolas Luizet, Benoît Jourdan. La photo figure toujours dans l'album de famille. Le portrait de son camarade Jean Bernard qu'il a pu sauver. 60 ans après, Yvan n'a pas oublié ce jour de 1943, le jour où il va héberger clandestinement son ami juif. Il me dit, je viens d'essayer de rentrer à la maison, le concierge m'a dit que les Allemands venaient de venir. Et il me dit, je ne sais pas où aller, j'ai pas d'argent, j'ai pas mangé depuis 48 heures. J'ai dit, Jean, tu viens à la maison. Là, je savais très bien ce que je risquais. Ou d'être fusillé, ou de partir en camp de concentration à Buchenwald, à Dora, à Dachau. C'est l'immeuble dans lequel il a pris tous les risques. L'appartement lui est cher, Yvan en est aujourd'hui propriétaire. Il n'a que 20 ans lorsqu'il se retrouve confronté à la Gestapo. J'habitais ici avec 2 de mes camarades. C'est un de mes amis qui est vite remonté en disant la Gestapo entoure le sol. Bon, ils fouillent dans les maisons. Alors, ils sont venus, je leur dis cachez-vous vite là-dessous. La Gestapo est arrivée, elle dit, vous avez des juifs. Je lui dis, non, moi, il n'y a aucun juif. Alors, le type s'est tourné, il a ouvert la fenêtre, il s'est tourné, il a regardé, il a vu qu'il n'y avait rien. Et il est reparti. Et eux, ils étaient dessous. Quand les Allemands sont partis, que je vous assure, je tremblais de peur. Cette médaille, aux yeux d'Yvan, c'est la plus haute distinction qu'il aurait pu recevoir. Elle le consacre, juste des nations. Finalement, je me dis, au fond, j'ai fait quelque chose dans ma vie. Et non seulement j'ai fait quelque chose dans ma vie, mais j'ai affaire à un peuple, le peuple juif, qui est reconnaissant. Yvan Beltrami, un héros anonyme. À 86 ans, il le dit, il n'a fait que son devoir d'homme. Plus de 5 tonnes de cannabis ont été saisies par les douaniers près de Péronne, dans la Somme. La marchandise était cachée dans un camion immatriculé aux Pays-Bas. La valeur de la drogue est estimée à plus de 10 millions d'euros. L'image du pub britannique enfumé, eh bien c'est fini. Les députés viennent de voter l'interdiction du tabac dans les lieux publics en Angleterre. L'Angleterre qui rejoint donc l'Italie, l'Irlande, la Norvège, Malte et la Suède qui ont déjà banni la cigarette. Un nouvel exemple qui pourrait bien alimenter le débat en France. Nathalie Sapena, Patrick Desmully. Dernière cigarette avant l'interdiction. Dans ce pub de Londres, pendant que les députés anglais votent la fin du tabac de tous les lieux publics, les clients fument. Les pubs, l'alcool et la cigarette vont ensemble. Peut-être faudrait-il des zones fumeurs et non fumeurs. L'interdiction de fumer est tout à fait nécessaire. L'Angleterre emboîte le pas à l'Irlande, premier pays européen à avoir banni la cigarette de ses pubs. C'était en mars 2004. Depuis, la Suède, la Norvège, Malte et même l'Italie ont totalement interdit de fumer dans les bars et les restaurants. En France, c'est la loi E20 qui s'applique depuis 1991. Pas de cigarettes dans les lieux publics, dans les bars et restaurants, séparation des zones fumeurs et non fumeurs. Peu étanche et peu efficace. Le débat s'accélère avec une proposition de loi qui a déjà recueilli 80 signatures. Les patrons de bars en ont déjà pris leur parti. Je
pense que c'est possible en France, peut-être pas par la même méthode de fonctionnement, il faut y aller petit à petit, mais je crois qu'on peut y arriver et ça sera peut-être un confort supplémentaire. Dans un mois, le ministre de la Santé devrait annoncer des mesures pour durcir la loi E20. Ira-t-il jusqu'à l'interdiction totale, comme en Irlande et en Italie? 80% des Français y sont favorables. Les JO de Turin avec d'abord cette chute spectaculaire lors de la descente du combiné. Le Tchèque Filip Trejbal, 21 ans, vous le voyez, a perdu l'équilibre après une glissade de plusieurs dizaines de mètres. Le skieur a tout de même pu se relever. La course a été interrompue pendant un quart d'heure. Et côté médaille, un espoir pour la France en patinage. Brian Joubert débute la compétition dans la soirée avec le programme court. À 21 ans, ce vice-champion du monde vise l'or, même s'il ne part pas favori. En tout cas, il s'est préparé avec beaucoup de minutie jusqu'à faire appel, vous allez le voir, aux dernières technologies. Envoyés spéciaux à Turin, Florent Gautreau, Régis Maté. C'est le jour ou jamais pour voir la vie en rose. Et sans vouloir lui lancer des fleurs, on peut dire que Brian Joubert a tout pour passer une bonne Saint-Valentin. À quelques heures du programme court, le Poitevin est plus détendu que jamais. Avant d'enfiler son habit de lumière, il refuse d'endosser le costume de favori. Je suis un outsider, donc je suis pas un favori. C'est vrai que j'ai gagné une médaille de bronze au championnat d'Europe. Mais bon, ceux qui ont l'impression, ce sont ceux qui sont devant moi, donc surtout Evgeny Plushenko. La guerre des nerfs a commencé hier à l'entraînement avec Plushenko. L'épouvantail russe, triple champion du monde, quintuple champion d'Europe, est venu chercher la médaille d'or. Mais Joubert est en forme et il a profité de la séance d'hier pour en mettre plein la vue à ses adversaires. La fameuse combinaison quadruple-triple bouc piqué doit maintenant séduire les juges. Il veut faire des beaux jeux et quel que soit le résultat, l'essentiel pour lui c'est de vraiment se faire plaisir et puis montrer de ce qu'il est vraiment. Joubert le perfectionniste, Joubert l'extraterrestre, des capteurs sur tout le corps pour obtenir une image en 3 dimensions qui permet de décomposer les figures les plus compliquées. Voilà comment on repère une vitesse de rotation insuffisante ou un mouvement de bras intempestif. En attendant, notre James Bond Poitevin a rendez-vous à Turin à 22h11 ce soir, 2 minutes 50 de tension et de plaisir pour pouvoir dire un jour « My name is Joubert, Brian Joubert, et je suis champion olympique ». La Saint-Valentin, fête des amoureux, de nombreux couples choisissent cette date en particulier pour célébrer leur mariage. Image ici à Saint-Pétersbourg, en Russie. Une réplique d'un palais nuptial impérial en glace a été ouverte spécialement pour l'occasion. Bonheur et longévité, voilà ce que l'on peut souhaiter à ces tout jeunes couples. Longévité à l'image de Jean et Marie-Thérèse. Ils viennent de fêter leur noce d'or, c'est-à-dire 50 ans de mariage. Alors quel est le secret de cette union durable? Rencontre à Antibes, signée Olivier Théron et Frédéric Cerulli. J'étais très émue, j'avais que 20 ans. J'avais peur, mais franchement. Elle avait peur, Marie-Thérèse, quand elle a dit oui à Jean. C'était il y a 50 ans. C'était hier. Comme si un filtre d'amour effaçait le temps qui passe. Le dimanche, comme il n'y avait rien d'autre sur Antibes, avec ma copine, ça montait, descendait, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et on s'est mariés. 50 ans de vie commune. Des noces d'or. Après le grand tournis de la vie, Marie-Thérèse et Jean passent leur temps ensemble, à effacer le temps perdu. Souvent, même pour la Saint-Valentin, j'étais pas là. Des fois, je partais 10, 15 jours. Vous, madame, il vous laissait tout seul, toute seule alors. Avec les enfants, bien sûr, fallait bien. Hein. Alors, la Saint-Valentin, c'est l'occasion de parler du couple, de l'amour, des crises et des réconciliations, et de cette tendresse, cette confiance que le temps a fabriquée. On s'est jamais trompé. Ni l'un ni l'autre, j'ai jamais eu un garçon. Vous n'avez jamais trompé votre mari? Ah non. C'est pas possible. Ah, c'est pas ce qu'on m'a dit, hein. Oh c'est le seul homme que j'ai connu d'ailleurs, voyez alors. Hein. Allez, ben, ressentez. Un toast à l'amour. À l'amour. À vos amours aussi. Une promesse. La Saint-Valentin, ça doit être tous les jours. C'est sans doute ça, le secret de l'amour. Je vous le disais en titre, Darry Cole est décédé ce matin à l'âge de 80 ans. Le comédien souffrait d'un cancer du poumon. On se souvient de lui dans ses rôles de comique tendre et attachant. Une carrière riche. Il avait joué dans plus de 150 films. Élise Chastain. C'était en janvier 2004. Darry Cole faisait son entrée à la Cinémathèque française et il en était le premier étonné. Je comprends pas, c'est dépassé. Moi, je vis le sentiment de vivre quelque chose de pas mérité du tout, et je le pense, alors voilà, je m'y prête.
Pour plusieurs générations de spectateurs, Darry Cole, c'était surtout le triporteur qui vit naître son personnage d'ahuri loufoque. C'est plein de défauts, de zozotement, bégaiement mental, buccal. Le personnage qui est bizarre, c'est une tête pleine de lunettes, tout ça, c'est des cheveux bizarres, non? Et où ça, triporteur? 3 roues, tri. Une roue, pas porteur, une deuxième roue, 2 et tri. Vous voyez, ou tri, 3 roues, triporteur. 3, je trie, mon porteur, tri, ça a 3 roues. C'est avec la musique que tout commence. Darry Cole sort du conservatoire de Paris, diplômé en harmonie et en composition. Il se lance dans le music-hall, puis le cabaret. Un bateau de pêche, voyez-vous, un bateau de pêche, n'est-ce pas? Alors si ce bateau de pêche, je mets un œuf ici, et bien un œuf à la coque, et ça c'est amusant. Il vient ensuite au théâtre qu'il ne quittera plus. C'est vrai, enfin, ces voiles vous vont si bien. Mais toujours en toile de fond, le cinéma. En presque 50 ans de carrière, Darry Cole joue dans 180 films, dont beaucoup de nanars. Pour des besoins impérieux d'argent, parce qu'à l'époque je jouais beaucoup et je signais sans lire même. Je signais des films sans lire. Vous jouiez à quoi, par parenthèse? Pas à la marelle, je jouais à des jeux d'argent. Un temps, le cinéma semble l'oublier avant de le consacrer en 2004 César du meilleur second rôle. Darry Cole. Dans Pas sur la bouche, Alain Resnais le fait chanter. Par le trou, on sait de toute façon très sûr, c'est par le trou. Et lui refuse toujours de se prendre au sérieux. Chanter une chanson, il n'y a pas de quoi avoir un Grand Prix. Mais bien sûr que non. Action! Une nouvelle carrière semble alors démarrer. En 2004, dans Le Coup de la girafe, il fait une brève apparition, sa dernière au cinéma. Pour être au premier plan, Darry Cole n'a jamais eu besoin d'un premier rôle. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet, 20h50, Jurassic Park 2, Le Monde perdu de Steven Spielberg. À demain, excellente soirée à tous.